En somme, l'affaire était vieille. Amar comprit qu'il n'avait pas à trop s'en soucier, surtout que dans le temps, il s'était fait beaucoup de mauvais sang, jusqu'au jour où il avait retrouvé Marie, sa cousine. Depuis, il n'a rien à se reprocher. Il paye sa dette. Cependant, Marie n'a jamais voulu prendre ce cousinage au sérieux. Et maintenant, ils n'y tiennent pas tous les deux. Le mieux est de ne jamais en parler à Harry Nesman. Qui pourrait reconnaître en Marie la petite poupée rondelette, fille d'Yvonne, l'horlogeuse? Ils ne sont plus que deux, ceux qui vécurent à X. Deux vieux naturellement. L'un est aveugle, mais l'autre, Hamdan, celui qui le premier recueillit jadis l'aveu du meurtrier, est actuellement le beau-père de Slimane, alors qu'à l'époque, il n'avait aucun lien avec les Aït Hamouch. Lui seul pourrait reconnaître Marie, si elle n'avait pas tant changé. Hamdan était préoccupé par le retour d'Amar. Il connaît la susceptibilité de son gendre. Il a compris que ses cousins l'abandonnent, un peu par crainte et aussi parce qu'ils le méprisent. Ils veulent lui faire sentir qu'on le juge incapable de faire quoi que ce soit. Et de cette façon, ils poussent Slimane aux imprudences. Le rôle de Hamdan est net, calmer son gendre et lui prouver qu'il n'a aucune raison d'en vouloir au fils de Kamuma. Son but serait atteint et le dépit de beaucoup de gens serait grand s'ils voyaient Slimane et Amar renouer des liens de sang, accepter ce qui fut écrit, revenir aux relations normales qu'entretiennent oncle et neveu. D'abord, il expliqua par le menu ce qui se passa à la mine. Il minimisa l'importance du témoignage d'Amar, assura que le véritable assassin était le Polonais et qu'à son avis André n'était plus de ce monde. Il restait à présent Slimane, dernier des Aït Hamouch, et Amar, fils unique de Kamuma, petit-fils du grand Slimane. Il n'allait pas se tendre des pièges. Chaque fois, Hamdan présentait ses arguments d'une façon différente. Il n'y avait aucune malice dans son cas. Il voulait tellement éviter les histoires qu'il se faisait l'avocat d'Amar et qu'il croyait sincèrement à son innocence. Pendant 3 jours, il n'avait pas quitté Slimane un seul instant. À la fin, sa fille était en mesure de répéter à son mari toutes les paroles de son père. Ils parvinrent en effet à calmer Slimane. Bien entendu, Slimane comprenait. L'explication était raisonnable. Mais il eût voulu n'avoir pas à se chercher des raisons, ne pas se trouver dans une telle situation. Depuis le retour d'Amar, il avait perdu sa morgue. Ne faire semblant de rien, était-ce possible? Au fond, son beau-père l'agaçait à tant parler de ces choses. Il se voyait impuissant. C'était une perche qu'Hamdan lui tendait, et il fallait bien la saisir. Il eut des nuits de cauchemars, de rêves confus, incompréhensibles. Un matin, il raconta à sa femme le songe qui venait de le réveiller en sursaut. Il se voyait dans la cour du café. Le café était plein de consommateurs, comme dans l'ancien temps. Il était lui-même client, assis sur une natte. Un jeune homme en burnous noire se promenait entre les groupes et servait à boire. Il savait que c'était son frère là-bas. Il ne voyait rien de sa figure qui était cachée dans le capuchon. Soudain, il se trouva seul sur la natte. Le café était vide. Quelqu'un lui tendait un plateau, c'était Amar.
l'homme au capuchon avait disparu. Au moment où Slimane porta sa main sur la tasse, il vit la figure de son oncle Ali s'approcher de la sienne, grimaçant de colère et lui voilant tout le reste. Alors il s'éveilla terrifié. Shabha ou Ramadan, sa femme, lui assura que ce rêve c'était le bien. Il n'en fut guère convaincu. Il songea à la promesse faite à son oncle. N'était-ce pas plutôt un rappel, un sinistre avertissement? Son existence serait désormais empoisonnée, car la seule vue d'un mort lui rappellerait son frère, son oncle, sa promesse. Il n'est plus question de ce que pensent les gens. Peu lui chaud tout cela. Il connaît ses compatriotes, et à l'occasion personne ne gagnerait à le critiquer, puisque chacun a son point faible. Seulement, réussirait-il à apaiser ses morts, à faire taire ce reproche intérieur? À cette condition, il accepterait d'être lâche. Puisque les rêves ne voulaient pas être précis, il décida de consulter un derviche. Il en parla à Ramadan. Craignant ces mêmes précisions, son beau-père essaya de l'en dissuader. Mais il n'y eut rien à faire. Il fallut partir. Un matin, ils se rendirent au cimetière pour se conformer à l'usage. Slimane tourna 14 fois autour du tombeau d'Ali. On tourne généralement 7 fois dans un sens et 7 fois dans l'autre sens. Avec un œuf dans sa main, il s'adressa à son oncle à haute voix, lui donna rendez-vous chez le derviche et ils s'en allèrent. C'était assez loin. Ramadan dut se traîner, tout vieux qu'il était, derrière Slimane, parce qu'il voulait connaître l'oracle et au besoin l'interpréter de la bonne façon pour éviter tout tracas. Ils marchèrent près de 2 heures à travers un chemin muletier qui les conduisit jusqu'à l'oued, en zigzagant entre les cistes et les buissons de chêne, puis ils remontèrent l'autre versant de la profonde vallée, prirent un sentier bien raide à travers les olivettes et arrivèrent au village de Simahfoud. Un village pittoresque juché en haut d'un énorme rocher sur lequel s'agrippe, comme par miracle, un prodigieux amas de raquettes de cactus, donnant à l'ensemble une teinte verdâtre un peu étrange. Un tout petit village habité uniquement par des marabouts, hommes de religion et de baraka, qui se trouvent bien à leur place dans ce paysage immuable de rocailles grises et de verdure maladive. C'est là que se font les amulettes de toutes sortes, les exorcismes, les invocations aux morts. C'est dans la petite mosquée, sis en plein cimetière, juste à l'entrée du village, que les malades et les infirmes viennent se couler ou se rouler sur des nattes pour implorer la guérison. C'est là enfin que le qadi, ou le juge de paix, fait jurer les défendeurs chaque fois que le manque de preuves ou l'abondance de témoins rendent une affaire difficile à juger. Bref, un village renommé et respecté à plusieurs lieues à la ronde. Slimane et Ramadan, en entrant au village, s'arrêtèrent 1 minute à la mosquée et baisèrent un coin du mur. Ensuite, ils se firent conduire chez Si Mahfoud. Ils eurent la chance de le trouver libre en ce matin d'avril où les travaux des champs occupent tout le monde. Il les reçut sans les faire attendre, très simplement dans sa maison. Si Mahfoud dédaignait toute mise en scène. Il avait beaucoup d'assurance et rien d'un imposteur. Ses ancêtres eurent tous ce don de double vue, et apparemment la famille jouissait d'une grande estime dans son propre village. Lorsqu'on sait à quel point certains sentiments comme l'égoïsme, la jalousie et la malice sont vifs dans les villages de marabouts,
On est obligé d'admettre que cette estime dont ces Mahfoud était entouré était bel et bien méritée. Il faut dire aussi que ces Mahfoud ne s'occupait jamais d'amulettes. Chacun sa branche malgré tout, et que personne chez lui ne se sentait capable de le concurrencer sans user de supercherie. Il avait l'habitude de se tenir sur un banc de maçonnerie derrière le portail d'entrée, juste en face de la maison. Lorsqu'il jugeait que les visiteurs étaient importants, il les faisait asseoir sur la même natte où il était assis et engageait avec eux une conversation banale pendant que sa femme préparait une tasse de café. Naturellement, cette faveur n'était accordée qu'aux hommes. Les visiteuses n'avaient jamais accès au banc de pierre. Accroupies par terre, elles écoutaient humblement le message de l'homme de Dieu, puis elles se levaient, glissaient sous la natte leur wa'ada et se penchaient sur la vénérable tête de ces Mahfoud qui les laissait partir impassibles.